Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler animaux, on va parler magie avec les animaux, comment les animaux peuvent rentrer dans les pratiques magiques, dans les pratiques de sorcellerie, dans les pratiques spirituelles, etc. Comme nous avons vu précédemment avec les pierres et les plantes, qui sont des ingrédients qui peuvent entrer dans la composition d'un sort, d'un charme, aider à une méditation, etc. On va voir que les animaux c'est la même chose. Un animal peut très bien être un ingrédient. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre un animal dans votre chaudron, on est d'accord, hein. Mais ça peut être un élément qui va apporter des choses, un petit plus, ou même un gros plus, à votre pratique. Alors pour cette vidéo, je suis assistée, comme vous l'avez remarqué, d'une experte en la matière. Oui, t'aimes pas te soulever, je sais. T'es un lapin, c'est normal, m'appuie pas. Donc je vous garantis pas qu'elle va rester avec moi tout du long, parce qu'au bout d'un moment, ça va la bouffer, mais en tout cas, on va parler un petit peu de ça, et elle est bien placée pour le savoir. Maman bébé. Donc au cas où vous ne l'auriez pas reconnu ou vous ne sauriez pas, c'est Josette. C'est un lapin. Alors là par contre, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est que c'est un problème. Mais voilà, donc c'est mon petit bébé à moi. Alors déjà, dans un premier temps, petit avertissement entre guillemets, je ne vais pas vous parler des totems. Alors, donc si vous attendiez qu'on parle des totems dans cette vidéo, je suis vraiment désolée, mais c'est pas un sujet que je vais aborder, ou en tout cas pas aujourd'hui. Déjà pour la simple et bonne raison que c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui mériterait une vidéo à lui tout seul, même plusieurs vidéos, et aussi parce que c'est un sujet qui est un peu polémique, sur lequel j'ai un avis pas toujours positif, et qu'une vidéo sur le sujet a déjà été faite, je vous mettrai le lien en dessous, par une consoeur sorcière dont je ne prononcerai pas le pseudo parce que je vais l'écorcher, je le sais très bien, mais bon, je mettrai son lien en dessous, qui présente un point de vue qui est extrêmement proche du mien. Par conséquent, je ne vois pas l'intérêt de refaire une vidéo alors qu'une a déjà été faite et de manière tout à fait brillante. Donc je ne vais pas revenir sur ce sujet. Moi, je vais vous parler de l'utilisation des animaux dans les charmes, des animaux en tant qu'archétype, c'est-à-dire en tant que symbole d'une vertu, d'un caractère, d'un comportement, etc. Et on va parler aussi brièvement en deuxième partie des familiers, qui est aussi un sujet polémique et sur lequel j'ai aussi un avis pas toujours positif, mais qui me paraît important. Alors d'abord, parlons donc des animaux en tant qu'archétype. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype? C'est-à-dire qu'on va prendre l'animal en tant qu'espèce pour représenter, symboliser un certain nombre de choses. Alors contrairement aux plantes et aux pierres qui vont plutôt apporter des vertus, des propriétés, genre protection, prospérité, etc., les animaux qui sont dans le domaine actif, hein, puisqu'ils bougent, puisqu'ils pensent, puisqu'ils ont une vie active, ils se déplacent, ils ont un comportement social aussi, même si les plantes peuvent aussi avoir un comportement social pour certaines espèces, mais bon, ça c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va plutôt attribuer aux animaux des caractères, des comportements, des vertus personnifiées, on va dire. Alors, pour trouver ces vertus, c'est assez simple. Déjà, elles sont basées sur le comportement de l'animal en question. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez symboliser, je ne sais pas moi, la fidélité, la loyauté en amitié, vous pouvez très bien prendre le chien, puisque le chien, c'est l'animal ami inconditionnel, etc. Un animal plus indépendant, ce serait le chat. Si vous voulez symboliser la force, vous pouvez prendre l'ours, pour des raisons tout à fait évidentes. La longévité, vous pouvez prendre la tortue, etc. etc. Il y a aussi un certain nombre de ces caractères qui sont dictés par la légende. C'est-à-dire que, par exemple, on attribue à la chouette la sagesse, en référence à Athéna. Donc ce sont des qualités qui lui ont été attribuées au fil du temps, à travers des siècles, des millénaires pour certains animaux. Oui, calme-toi. Et qui sont dues à des légendes. Donc, si vous cherchez une qualité particulière chez un animal, ou si vous cherchez quelle qualité représente tel animal, vous allez vous pencher à la fois sur son mode de vie tout à fait scientifique, et à la fois sur toutes les légendes qui lui sont attribuées par la mythologie, par le folklore, par les croyances, etc. etc. Petite chose, un animal ne porte ni bonheur ni malheur. Ça, c'est des choses que j'entends trop souvent et que je ne veux plus jamais entendre. L'animal que j'ai sur moi a longtemps été tué pour récupérer ses pattes qui sont censées porter bonheur. Je ne crois pas que tes pattes portent bonheur parce qu'elle, des pattes de lapin, elle en a 4, comme vous pouvez le constater, dans cette pose extrêmement élégante.
et j'ai pas l'impression qu'elle soit plus heureuse qu'une autre ou qu'un autre, ou bref. Il y a des lapins qui sont très malheureux et qui ont quand même leurs quatre pattes. Donc il faut arrêter de croire à toutes ces salades et justement travailler sur les animaux, travailler avec les animaux, ça va vous permettre aussi de déblayer pas mal de croyances erronées à leur sujet. Donc voilà. Alors c'est un travail qui peut être vraiment très intéressant et que vous pouvez affiner. C'est-à-dire que par exemple lorsque vous lancez un sort pour votre travail, on va prendre un exemple un peu bateau, vous allez prendre, si vous voulez soutenir votre travail, vous allez prendre des animaux qui sont jugés comme travailleurs. Alors, parmi les animaux jugés comme travailleurs, on a surtout une grande variété d'insectes, que ce soit les fourmis, que ce soit les abeilles, les termites, etc. Et vous pouvez choisir l'animal en fonction du travail que vous faites ou que vous visez. C'est-à-dire que si vous visez plutôt l'artisanat, la production de quelque chose, vous allez choisir l'abeille qui produit du miel. Si vous visez plutôt un travail militaire, un travail d'organisation, vous allez prendre la fourmi qui est organisée quasiment comme une armée. Si vous êtes plutôt dans la construction de quelque chose, dans l'architecture, dans le bâtiment, vous pouvez prendre le termite qui est un grand bâtisseur. Donc vous voyez, les possibilités sont vraiment très larges. Alors une fois que vous aurez défini votre ou vos animaux avec les... votre ou vos animaux, ce sera quand même mieux. Ah ouf, j'ai été maîtresse, hein. Ça se voit. Vous allez vouloir travailler avec cet animal. Alors comment est-ce qu'on travaille avec un animal? On travaille généralement sur un support. Alors les supports, ils sont de nature très multiple. Le support le plus simple, c'est naturellement une image. Alors par image, j'entends bien entendu photographie, dessin, etc. Aussi les représentations diverses que vous pouvez avoir, une statuette, un tableau, un bijou qui représente l'animal, etc. Donc voilà, vous pouvez travailler avec une représentation de cet animal, avec une image, avec une peluche, pourquoi pas, ça marche aussi. Donc quelque chose qui va évoquer cet animal. Cette image, vous pouvez la déposer sur votre autel. Vous pouvez lui faire un autel aussi, hein, où vous allez rassembler d'autres symboles de la vertu que vous voulez honorer. Vous pouvez l'incorporer à vos charmes. S'il est petit, vous pouvez très bien le glisser dans un sachet. Vous pouvez le porter en tant que bijou, etc., etc. Deuxième catégorie de support, c'est évidemment un morceau de l'animal. Alors là, je ne vais pas vous demander de découper un animal, on est d'accord. C'est bien plus subtil et bien moins violent que ça. Mais il y a énormément de choses que les animaux peuvent laisser et avec lesquelles on peut travailler. Que ce soit les plumes, les poils, les os, les bois, les cornes, les griffes, les dents, etc., etc. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut travailler. Naturellement, certains de ces éléments vont demander que l'animal soit mort. Vous n'allez pas pouvoir travailler avec les os d'un animal vivant. Je pourrais essayer de travailler avec le squelette de Josette, mais enfin, vu qu'il est encore dans son propriétaire, je ne vais pas m'y risquer. Dans le cadre du travail spirituel, on est bien d'accord que si les éléments que vous récupérez sont issus d'un animal torturé qui a été mis à mort dans des conditions atroces, les énergies vont être néfastes. Donc assurez-vous toujours, avant de vous procurer un morceau d'animal, que l'animal soit est mort de mort naturelle, soit est mort de façon accidentelle, parce que ça, bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie des morts naturelles des animaux. Un animal tué lors d'un accident de la route peut être considéré comme une mort entre guillemets naturelle, puisqu'on n'a pas voulu le mettre à mort, ou alors une mise à mort entre guillemets éthique, si tant est qu'une mise à mort puisse être éthique. Mais dans certains cas, on peut éventuellement utiliser des morceaux d'animaux qui ont été tués pour la consommation, mais qui ont été tués de manière responsable et qui ont eu une vie aussi belle que possible. Je prends souvent l'exemple des rennes qui sont élevées en liberté, hein, en Scandinavie. Rennes qui sont le noyau absolu de la survivance des peuples nomades là-bas, puisqu'ils consomment absolument tout sur le renne. On peut tout à fait travailler à base d'une peau de renne qui a été élevée dans des conditions comme celle-ci, puisque ce sont des animaux qui sont élevés dans un but de survivance et qui par conséquent ont une mort entre guillemets utile, sachant que dans la nature, on est bien d'accord que les animaux se tuent entre eux. Donc on ne va pas rentrer dans le débat vegan, végétarien et compagnie. J'ai beau être végétarienne, je ne suis pas du tout dans le domaine extrémiste, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Bref, si vous avez
un élément d'un animal qui a été tué de cette manière-là, vous pouvez très bien essayer de travailler avec son esprit de manière à lui rendre hommage. Vous pouvez lui allumer une bougie, lui faire quelques offrandes, prier pour le repos de l'âme de l'animal en question. Ça peut permettre de travailler avec des énergies qui vont être propices. Naturellement, si vous achetez un poulet en batterie et que vous récupérez les os de votre poulet en batterie, je crois qu'avec la vie qu'il aura eue, vous pourrez lui faire toutes les offrandes que vous voulez, ça apaisera que dalle. Bref. Donc, où se procurer des éléments tels que ceux-là? Dans le cadre des oiseaux, c'est le plus simple, l'élément de base, il y a une plume, c'est la plume. La plume, c'est très facile, ça peut être trouvé absolument n'importe où parce que les oiseaux, il y en a partout. Guettez les espaces verts, même en ville, hein, il y a des plumes de pigeons, il y a des plumes, si vous habitez en bord de mer, il y a des boîtes, il y a des choses comme ça. Vous pourrez trouver des plumes absolument partout. Il est vraiment déconseillé d'arracher la plume sur l'animal vivant, déjà parce que ça lui fait très mal, et ensuite parce que vous allez l'affaiblir. Hein. Donc les oiseaux perdent des plumes sans arrêt, vous allez bien pouvoir trouver votre bonheur. Si vous cherchez une espèce en particulier, bien évidemment, il va falloir faire un petit travail. Attendez, lourde bichette. Faire un petit travail pour savoir où chercher, où vous procurer des plumes. Vous pouvez très bien vous adresser à des associations comme la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, en disant que vous voulez observer l'oiseau en question, qui vous indiquera les sites de nidification, des espèces, etc. Et vous pourrez être susceptible de trouver des plumes à ces endroits-là. Vous pouvez aussi simplement vous renseigner sur Internet. On trouve beaucoup d'informations. Si vous recherchez des espèces assez exotiques qui ne vivent pas par chez vous, il est aussi possible, dans une certaine mesure, de récupérer des plumes dans les animaleries ou les parcs animaliers. Alors, c'est toujours un petit peu délicat, il faut demander aux soigneurs ou aux vendeurs. Vous leur expliquez que vous cherchez des plumes, évidemment vous leur dites pas que c'est pour mettre... Attends Brigitte, parce que si tu te cales pas, on va pas y arriver. Vous leur dites pas évidemment que c'est pour mettre dans un sachet charme, on est d'accord. Vous leur dites, par exemple, l'excuse que moi j'utilise, c'est que je leur dis qu'étant étudiante en biologie, je me constitue une collection de... On te voit dans la vitre. C'est papa. Elle dresse les oreilles, elle a reconnu son papa. Une collection de comparaisons. Donc, histoire d'étudier les animaux. Généralement, ça passe très bien. Si vous êtes poli, si vous êtes cordial, on vous donnera des plumes. J'ai récupéré des plumes de perroquet, j'ai récupéré des plumes de perruche, de calopsites, etc. en animalerie. Si vous êtes poli, ça passe toujours. Bon, évidemment, il y en a qui peuvent refuser, mais ne vous découragez pas, puis tentez quand même, ça vaut le coup. Donc, ces plumes, elles vont vous servir à plein de choses. À confectionner des amulettes, elles peuvent rentrer dans la composition de vos charmes, etc. Vous allez y ajouter l'esprit de l'oiseau. Autre élément que l'on peut utiliser, évidemment, chez les mammifères, c'est les poils. Alors là, c'est encore plus simple, elle est en train de s'endormir. Vous pouvez les couper sur un animal, sans lui faire de mal, évidemment. Vous n'arrachez pas les poils, on est d'accord? Vous pouvez les couper si, par exemple, si moi j'ai besoin de poils de lapin, même là, j'en ai. Donc il n'y a pas de souci. Si vous avez quelqu'un qui possède cet animal, vous pouvez lui demander gentiment. On peut aussi trouver des touffes de poils d'animaux sauvages sur les barbelés des champs. Il y a beaucoup de poils de blaireau, de poils de renard, de belette, de martre, etc. qui se retrouvent souvent accrochés là-dessus quand ces animaux veulent passer le champ et qu'ils se faufilent en dessous. Forcément, ça accroche. Donc n'hésitez pas à éplucher un petit peu les champs autour de chez vous. Concernant les os, alors là les os c'est beaucoup plus facile à trouver tout de suite, mais ça demande un grand travail. Alors c'est plus facile à trouver surtout aux abords des routes parce que vous allez vous retrouver avec une profusion d'os de hérissons, de renards, d'oiseaux, etc. assez conséquente. Ces os il va falloir les laver. Donc c'est pas un travail facile, c'est pas un travail agréable on va dire. Ce que vous pouvez faire si vous avez un petit squelette, genre un oiseau, mais pas trop petit non plus parce que ça se déplace, vous pouvez l'enterrer dans votre jardin et l'oublier pendant 1 an à peu près, le temps que tout se décompose, si l'animal est entier bien sûr. Plus il est décomposé, plus ce sera facile. Pour les squelettes et les os, les morceaux en fait isolés de taille moyenne, pas trop petits parce que sinon c'est emporté, pas trop gros parce que sinon ça reste en place, vous pouvez les mettre sur une fourmilière. Les fourmis vont faire le boulot. Sinon,
Il va falloir prendre une casserole dans votre cuisine, faire bouillir de l'eau avec éventuellement de la lessive Saint-Marc et faire bouillir tout ça. Je vous préviens tout de suite, ça sera extrêmement mauvais, c'est très long, c'est très salissant, c'est gras, c'est pas agréable du tout, mais au final vous allez avoir un os parfaitement nettoyé. L'eau de Javel est quand même déconseillée parce que ça a tendance à rendre l'os poreux et vous n'allez pas le conserver très longtemps. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous faire un topo complet sur comment travailler avec, comment nettoyer les os parce que sinon on est encore demain, mais sachez que c'est tout à fait possible. Alors, ces ossements, c'est sans doute l'objet le plus puissant et le plus recherché parce que l'os, il est dans l'animal depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Tout ce qui est plumes, tout ce qui est os, tout ce qui est griffes, dents, etc., bon, sauf les dents de certains animaux, ça se renouvelle. Donc, c'est des choses qui sont moins pérennes que l'os. La dent est quand même beaucoup plus pérenne, mais sachez que la plupart des animaux ont des dents de lait. Donc voilà, c'est un élément dans lequel vous allez avoir la mémoire de l'animal, vraiment son essence. Donc si vous avez un animal de prédilection, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir certains de ces ossements. Dans une autre catégorie, vous avez tout ce qui est griffes, tout ce qui est dents. Donc là, c'est le même principe que les os, hein, ça se trouve au même endroit. Mais c'est beaucoup plus facile à nettoyer parce que c'est plus petit et c'est quand même plus simple. Donc ça peut très bien faire l'affaire si vous ne trouvez pas d'os. Les cornes, attention, parce que les cornes, vous allez les trouver uniquement sur les animaux morts. Les cornes ne tombent pas. Une corne de vache, elle a forcément été coupée sur son propriétaire et c'est une opération qui est très douloureuse parce que les cornes sont vascularisées. Donc il y a des vaisseaux sanguins dedans, donc il y a des nerfs, il y a tout un tas de choses qui font que l'animal va souffrir quand on lui coupe ses cornes. Et seule exception, mais ce ne sont pas des cornes, ce sont les bois des cervidés, puisque les cervidés, pour la plupart, perdent leur bois généralement à la fin de l'hiver, donc maintenant, vers février. Donc vous pouvez très bien vous balader en forêt, vous pouvez tomber sur des choses comme ça. Donc ça, c'est un bois de chevreuil. Donc j'ai l'autre aussi, j'ai la paire, mais là j'ai qu'une main, qui a été perdu de manière tout à fait normale par son propriétaire. Donc vous allez les trouver souvent au pied des arbres, évidemment. Sachez que sur le sol d'une forêt, rien ne ressemble plus à une vieille branche qu'un bois de cervidé, donc c'est un peu compliqué. Vous pouvez demander à un garde forestier ou éventuellement à un chasseur sympa, si vous en connaissez un, de vous indiquer les coins, puisque les animaux ont souvent des endroits de prédilection où ils vont frotter leur bois et les faire tomber. Voilà pour les parties animales qu'on peut trouver le plus souvent. Sachez qu'il est aussi possible de travailler avec les esprits d'animaux disparus au travers des fossiles. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Là, par exemple, j'ai un Diplomystus, donc qui est un poisson qui date d'à peu près 35 millions d'années. Vous pouvez travailler, oui, j'arrête de bouger, promis, avec des fossiles de ce genre-là qui sont très répandus. Donc ça, c'est une ammonite, c'est très visible, qui ressemble un petit peu à un escargot ou un nautile. Donc ça va vous permettre de travailler sur la mémoire, sur le passé, tout ce qui est fossile. En plus des caractéristiques inhérentes à l'animal, vous avez aussi cette notion de passé donc, que vous pouvez ajouter à la symbolique. Voilà donc pour les parties animales. Alors, deuxième façon de travailler avec les animaux, les familiers. Alors là, attention. Un familier, ce n'est pas un animal domestique. Ça veut dire que Josette, par exemple, c'est mon animal de compagnie, c'est pas forcément un familier. Charlotte, qui est là-bas, qui est aussi mon animal de compagnie, n'est pas du tout un familier, ça j'en ai une certitude absolue. Un familier, c'est un animal, déjà qui vous appartient pas forcément, bien que techniquement aucun animal ne vous appartienne, mais qui peut très bien être un animal sauvage qui vient vous voir. Si vous avez un oiseau qui se pose régulièrement sur votre appui de fenêtre, un chat qui vient vous rendre visite, ce genre de choses, ça peut être un familier. Un familier, qu'est-ce que c'est? C'est un animal particulier, pas un archétype, mais bien un animal qui, par son comportement, va vous indiquer qu'il s'intéresse à vos travaux de magie et qu'il a envie d'y participer. Alors, c'est un animal qui va avoir un comportement vraiment spécial, qui ne va pas laisser planer de doute quant à sa nature. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, j'ai eu un familier, je m'en suis rendu compte au bout de quelques années, mon cochon d'Inde précédent, Jack, qui est décédé l'année dernière, enfin, il y a 1 an et demi maintenant, du coup, ça passe vite.
avait des comportements très étranges. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais dans un triple cercle, il ne me voyait plus. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Il voyait des choses, ça c'est une certitude. Et il avait une espèce de fascination pour mon grimoire. C'est-à-dire que dès que je laissais mon grimoire à sa portée, il allait se pencher dessus comme s'il le lisait. C'était très drôle, on aurait dit qu'il essayait de relire ce que je mettais, c'était vraiment unique. Donc il avait ce comportement dès que je tirais les cartes à s'approcher, à vouloir participer, à vouloir... Enfin, quand je tirais les cartes, il fallait absolument que je le prenne avec moi si j'étais dans la même pièce que lui, parce que sinon, monsieur faisait une crise. Enfin, c'était pas normal qu'il soit dans sa cage alors que je tirais les cartes si j'étais dans la même pièce. Donc voilà, vous avez... Alors c'est un peu bizarre d'avoir un cochon d'Inde comme familier, c'est moins classe que le chat noir, c'est sûr, mais c'est tout à fait possible. C'est un animal qui va s'intégrer à votre pratique, qui va démontrer certaines aptitudes euh, pour vous accompagner, pour vous soutenir dans ce genre de phase. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec un familier? Déjà, vous lui accordez ce qu'il réclame, vous l'amenez avec vous lors des pratiques magiques, et surtout vous prêtez attention à son comportement, à quelques indices qu'il va pouvoir vous montrer, s'il est d'accord, s'il n'est pas d'accord. Jack avait tendance à émettre le son que les cochons d'Inde émettent quand un bruit les incommode, si je faisais quelque chose qui ne lui plaisait pas. Donc voilà, interpréter les signes. Vous pouvez aussi l'utiliser en divination en lui posant des questions directement. Donc en l'intégrant dans un cercle, etc. Vous pouvez lui poser des questions et voir s'il a un comportement inhabituel, si ça peut servir de réponse. Vous pouvez donc vous en servir comme oracle de cet animal-là. C'est un conseiller, c'est un support, c'est un soutien. Et c'est un animal qui peut vous servir à établir des augures, qui peut vous servir à étayer votre pratique et qui évidemment pourra vous donner des parties de lui-même. Alors ne coupez pas la patte de votre chat ou l'oreille de votre lapin, mais prenez-lui des poils, prenez-lui des mus, dans le cadre... Oui, j'ai oublié de parler aussi des reptiles. Les reptiles, vous pouvez très bien utiliser les mus, donc même chose que les oiseaux, vous allez en demander à des gens qui en possèdent, ou en animalerie, ou en parc animaliste, c'est tout à fait possible aussi pour les mêmes raisons que précédemment. Fin de la parenthèse. Revenons au familier. Donc votre familier, vous allez pouvoir l'intégrer à votre travail quotidiennement. Évidemment, c'est un animal qui aura une place particulière. S'il vit avec vous, ça va être facile, parce que si c'est un animal qui vous appartient, entre guillemets, l'intégrer à votre pratique, rien de plus simple. Si c'est un animal qui vient de l'extérieur, par contre, évidemment, il faudra peut-être adapter votre pratique en fonction de ses allées et venues. Parce qu'en venant vers vous, il vous indiquera que c'est le moment de vous mettre au boulot, en quelque sorte. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques à propos de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous et puis à me donner vos avis, j'en suis toujours ravie. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis à la prochaine fois pour un nouveau thème.